Bienvenue pour cette première session courte de l'après-midi. On a la chance d'accueillir François Ecker, qui est fondateur de BigACL et qui va aujourd'hui nous parler du groupe de travail Haute-Zen qui vise à uniformiser tout le contrôle d'accès. Vas-y, je te laisse la parole, François. On peut l'applaudir bien fort. Merci, Ambre. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi d'être parmi vous pour vous présenter ce sujet intitulé de OpenID à Connect à OpenID Haute-Zen. Je vais évidemment parler de normes, de modèles et un petit peu d'architecture, mais le sous-titre est aussi important et ce sera le fil rouge de cette présentation. Pourquoi et comment externaliser le contrôle d'accès dans nos applications. Et j'espère que vous sortirez de cette présentation avec 2-3 tips qui vous permettront d'enclencher le mouvement si ce n'est pas déjà fait. Alors, depuis une dizaine d'années, l'adoption massive de OpenID Connect a modifié en profondeur la façon dont on gère l'authentification dans nos applications. Et c'est tant mieux, les applications sont globalement plus sécurisées lorsqu'elles délèguent l'authentification à un service ou un composant spécialisé dont c'est le métier. Et un mouvement identique commence à émerger pour les autorisations. Et il vise également à déléguer la logique de contrôle d'accès, c'est-à-dire qui a le droit de faire quoi, afin de la centraliser dans un service spécialisé. Donc on voit, authentification, le sujet est, je pense, relativement mature dans les entreprises. Le contrôle d'accès, c'est le prochain sujet. Et j'espère que cette présentation vous donnera envie de montrer dans le train et de participer à cette aventure. Alors, mais peut-être juste avant, pour répondre à la question « Pourquoi ?», un petit rappel sur la triste réalité. Tous les 4 ans, l'OWASP publie une étude, un classement sur les principales vulnérabilités. Le dernier rapport remonte à 2021 et environ 4% des applications testées présentaient des failles de sécurité liées au contrôle d'accès. Ce n'est pas tout à fait une paille et c'est probablement le haut de l'iceberg parce que les failles ne sont pas le seul problème autour du contrôle d'accès. Alors, on verra début novembre ce que dit le millésime 2025. Donc, le voile va bientôt être levé. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être un petit détour par la case définition. J'ai parlé jusqu'à présent de contrôle d'accès, d'autorisation. J'aurais pu également utiliser le terme habilitation, droit ou permission. C'est plus ou moins des équivalents, plus ou moins des synonymes. Alors qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Une autorisation, c'est un droit pour un sujet d'effectuer une action, mais ça ne s'arrête pas là, sur une ressource et dans certaines conditions. Alors un exemple vraiment bête et simple, un médecin peut consulter le dossier d'un patient hospitalisé dans son service. Ça pourrait être beaucoup plus, la condition pourrait être beaucoup plus complexe, prendre en compte des contextes, par exemple le télétravail, des horaires, etc., le mode d'authentification de l'utilisateur. Donc on voit que ça peut être quand même, une autorisation peut être assez complexe. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans les choses concrètes. Encore trop souvent, le code qui contrôle les accès est mêlé au code métier. Le résultat, on le connaît tous, c'est relativement rigide, assez compliqué à faire évoluer et à auditer également, parce que c'est une problématique lorsqu'il faut prouver qu'on est conforme à certaines réglementations. Alors, de mon point de vue, la première étape, l'étape la plus importante, consiste à changer de perspective. Plutôt que d'implémenter le contrôle d'accès, on va poser une question. Et c'est ce que vous voyez dans l'exemple à l'écran. On va remplacer le code qui est en pointillé rouge en haut par une question.
Et tout de suite, la méthode devient beaucoup plus claire. Alors, elle a été évidemment allégée, mais même le contrôle d'accès devient beaucoup plus clair. Alors, on n'a quand même pas complètement résolu notre problème. On a simplement traité la première étape. Puisque le code de contrôle d'accès, évidemment, il ne disparaît pas. Il est simplement déplacé, centralisé. Alors, si on se pose la question finalement d'un petit schéma d'architecture, comment se décompose le contrôle d'accès, si l'application ou la fonctionnalité tout à l'heure pose la question, à qui il la pose? Il va la poser à un moteur d'autorisation. Ce moteur d'autorisation, pour répondre c'est OK, c'est pas OK, il va avoir besoin évidemment des règles. Donc ça peut être implémenté dans un autre composant. Et il va également avoir probablement besoin de données. Alors chacun de ces composants a son petit nom. Le moteur d'autorisation, souvent vous entendrez parler d'un Policy Decision Point. La gestion, le cycle de vie des règles, c'est le Policy Administration Point. Et évidemment, l'application, elle a pour fonction d'implémenter la réponse. Et on appelle ça un Policy Enforcement Point. Et tous ces composants, évidemment, peuvent être implémentés dans l'application. Ils ne sont pas forcément externalisés. Mais si vous avez des dizaines d'applications dans votre système d'information ou une architecture microservice, vous allez forcément, à un moment ou à un autre, vous poser la question de la cohérence d'ensemble. Et là, j'ai une bonne et une moins bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez, là, on est sur le petit encart publicitaire non sponsorisé. Vous avez le choix. Ici, je n'ai pas représenté toutes les solutions possibles, simplement les plus avancées lorsqu'on veut s'engager dans une démarche de gestion des autorisations à fine maille. Et la mauvaise nouvelle, c'est que, évidemment, ces outils ne sont pas interopérables. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils rentrent tous plus ou moins dans une de ces catégories, que sont les langages et les modèles d'autorisation. Alors, je vais les parcourir très très rapidement par ordre chronologique. Le plus ancien, le vétéran, on va dire le pionnier, c'est XAML, une spécification de la fondation Oasis. C'est une spécification qui date du début des années 2000. Et vous auriez pu le deviner, enfin, si vous ne le saviez pas déjà, parce qu'il s'appuie assez fortement sur le XML, qui était le truc le plus cool au début des années 2000, qui maintenant est un petit peu moins en vogue. Mais ça reste quelque chose de très puissant, et il implémente des modèles RBAC ou ABAC. RBAC, je pense que c'est le modèle le plus déployé dans les entreprises, c'est affecter des rôles à des personnes. Ensuite, on a Open Policy Agent, qui est un projet de la fondation CNCF, qui est, lui, beaucoup plus en vogue, qui peut implémenter des modèles RBAC, ABAC, mais également REBAC, c'est-à-dire des modèles basés sur des relations entre les objets, et qui s'appuie sur un langage Rego, qui est très puissant, mais un petit peu compliqué à maîtriser. Et c'est donc Open Policy Agent, c'est quelque chose que vous allez forcément croiser ou que vous avez déjà croisé lorsque vous faites de l'infrastructure as code. Alors une approche plus récente, je l'ai mis dans la catégorie langage, mais c'est pas totalement normalisé. C'est basé sur un papier sorti par Google en 2019, qui a fait beaucoup de bruit et qui a généré beaucoup d'activités. Voilà.
Et on le voit là en particulier par le nombre de projets open source. Donc c'est un modèle qui est basé sur des ACL, mais à la mode Rebak, c'est-à-dire des ACL qui peuvent décrire des hiérarchies de relations. Donc c'est vraiment très puissant et par exemple généralement l'exemple que l'on prend c'est pour gérer les droits sur un système de fichiers type Google Docs, c'est extrêmement adapté. Et puis le petit dernier qui vient du monde de Amazon, qui a été présenté en 2022 et qui est en cours d'intégration à la fondation CNCF comme Open Policy Agent, mais avec évidemment quelques années d'écart, qui est un modèle, lui aussi, qui permet d'implémenter du Rebak, ABAC, et dans une moindre mesure également des modèles Rebak. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail de chacun de ces langages et modèles. Alors, j'ai pris juste un petit exemple sur le langage CEDAR, puisque c'est le plus lisible pour les humains. Et c'est avec cette idée en tête qu'il a été conçu. Donc si on prend un petit exemple, un développeur peut commit sur les repos de son équipe. Vous voyez que même sans connaître, on arrive à peu près à naviguer là, dans la règle. Et on retrouve nos notions de sujet. Alors ici, c'est le principal. D'action et de ressources. Et puis également les conditions dans la deuxième partie du bloc. Alors, on en arrive au titre ou à une partie du titre de la présentation. Donc enfin, un petit mot sur OpenID Ozen. C'est un groupe de travail de l'OpenID Foundation qui a été créé en 2024, qui a été très très actif l'année dernière et cette année. L'objectif, c'est de standardiser les échanges entre les composants. On les a vus, il y a beaucoup d'acteurs, nécessairement ils ne sont pas interopérables. Et forcément, ça a un impact majeur sur l'adoption de cette approche d'externalisation du contrôle d'accès. Donc l'objectif, c'est de standardiser les échanges entre les composants que je vous ai présentés tout à l'heure, le PEP, le PDP, le PAP. Et afin de garantir un bon niveau d'interopérabilité entre les différentes solutions, que ce soit des solutions d'éditeurs ou open source. Et les premiers travaux ont porté sur la normalisation des échanges entre PEP et PDP, donc entre l'application et le moteur d'autorisation. Donc, un petit exemple, donc c'est vraiment très simple en fait. OpenID Ozen, ça définit une API, la requête, donc la demande d'autorisation et la réponse. Et on retrouve dans la requête toujours nos mêmes principes, un sujet, une ressource, une action, un contexte. Et dans la réponse, évidemment, l'information capitale, la décision, est-ce que la demande est autorisée ou refusée, mais également des informations contextuelles qui peuvent être, là on est dans la norme, mais ça peut être étendu avec du spécifique. Voilà, donc on voit ici que la requête a été... D'ailleurs, est-ce que j'ai fait quelque chose de... Non, c'est pas très cohérent ce que j'ai fait. Donc là, la décision devrait être refusée si je lis la suite du contenu. Voilà. Donc, OpenID Ozen, c'est le dernier chaînon manquant. Et j'ai envie de conclure en disant, à présent, la balle est dans votre camp. Merci pour votre attention. Et encore un grand merci aux ordinateurs de Devoxx pour m'avoir accordé leur confiance. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit feedback sur l'open feedback pour les speakers. Merci.